Alors bonjour pour cette capsule ce mois-ci. Je vous propose de découvrir un patrimoine intéressant au point de vue de l'architecture, les casernes de pompiers. Souvent, moi, je les trouve vraiment très belles. Alors, c'est vraiment un sujet intéressant et beau, mais aussi comment, à travers les époques, on a composé avec des catastrophes qui étaient les incendies, les feux, comment c'était autrefois et comment ça l'est devenu à travers les époques. Alors, fait que voilà, on se lance. Alors, en passant, la première photo que vous voyez, c'est la photo de une représentation plutôt de l'incendie du Parlement du Canada en 1849. À peu près, vous avez le stationnement qui fait face, l'ancien stationnement qui fait face à la caserne de pompiers sur la place Duville. C'était le centre d'histoire de Montréal. En face, maintenant, c'est plus un stationnement. C'est un petit centre d'interprétation, c'est justement le Parlement qui était là, qui était aussi à l'origine un marché public, qui était le marché Sainte-Anne. Alors, on se lance. Oui, les incendies, ça a été des fléaux, surtout dans les quartiers ouvriers, dans les quartiers populaires où tout est bâti côte à côte. Alors, quand il y a un incendie, souvent, c'est plusieurs bâtiments, peut-être même plusieurs pâtés d'édifices qui disparaissent. Ça, c'est l'incendie. C'est sur la rue, l'avenue des Pins. Il y a une école à cet endroit-là, près de Saint-Denis, qui a passé au feu. Alors, c'était dans les années 60. On remonte le temps aux origines de la colonie française. Autrefois, les incendies, ben, dans ce qu'on appelle le Vieux-Montréal, dans la ville d'autrefois, c'était la plupart des constructions étaient en bois. Éventuellement, on va utiliser de la pierre. Bon, si les gens ont les moyens, pour dire, afficher son statut social, c'est une pierre noble, la pierre grise, surtout la pierre taillée. Mais les bâtiments en bois, on en retrouvait. Il y a des incendies qui ont lieu et éventuellement, après l'incendie de 1734, on va demander aux gens de construire en pierre et de cesser de construire en bois. Ce qui va mener des gens à quitter ce qu'on appelle le Vieux-Montréal et habiter à l'extérieur des fortifications de la ville à l'époque. Fortifications qui s'arrêtaient à la rue Saint-Antoine. Alors, ça va être la naissance des quartiers populaires qui sont maintenant, bon, ben, le quartier des spectacles, Hochelaga, pas Hochelaga, Maisonneuve, mais Sainte-Marie. Ben, à certains égards, oui, Hochelaga et Maisonneuve aussi. Alors, c'est des lieux où on va voir des gens, des artisans, des gens pas riches, pas pauvres non plus, mais c'était des constructions de bois. On va en avoir en pierre aussi, mais on va avoir donc des gens qui n'ont pas les moyens de construire en pierre ou ne veulent pas payer, alors ils vont s'installer à l'extérieur de la vieille ville. Alors, quand il y avait des incendies, on plaçait souvent à certains endroits, dans des maisons, il était requis aux habitants, à l'époque de la colonie française, d'avoir à la maison certains outils pour pouvoir participer à des combats contre les incendies si jamais il y avait bon, justement une catastrophe. Alors, aussi, ben, il y a le cliché aussi de la cloche de l'église qui sonne. Alors, dans certaines églises, il y avait aussi du matériel, comme on voit ici. Il y avait des sacs un peu partout dans la ville, des sacs en cuir qui permettaient de faire la chaîne, aller chercher de l'eau. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, cette méthode-là n'est pas très efficace. La méthode, c'est de démolir ce qui est devant l'incendie, donc de couper ce qui va nourrir l'incendie à l'époque. Alors, souvent, ben, c'était le seul moyen de cesser un incendie. Comme je disais, les populations commencent à sortir de la vieille ville avec les nouvelles réglementations. Éventuellement, il va y avoir d'autres incendies par la suite, comme en 1852, où il va y avoir un incendie dans les quartiers populaires. Comme je vous disais tantôt, le quartier des spectacles qu'on appelait le Faubourg Saint-Laurent, les Faubourgs Saint-Antoine, les Faubourgs aussi Saint-Jacques, dans le coin du quartier latin, le Faubourg Sainte-Marie aussi, où on est dans le village, qui était un quartier ouvrier autrefois. Il y a un incendie qui va se déclarer et on va exiger aux gens de construire en bois, plus en bois, mais en pierre. Alors, les gens vont aller habiter dans des banlieues qui représentent grosso modo le plateau Mont-Royal, entre autres. Alors, les gens vont construire en bois dans ces endroits-là. Pour combattre le feu aussi, au point de vue de l'architecture, on a des édifices comme celui-ci où on fait des murs coupe-feu. Les murs, ils sont plus larges plus hauts que la toiture.
Alors, parce que le feu, autrefois, se communiquait souvent par les toitures, car dans ces édifices-là, c'est là qu'on retrouvait la plus grande, on va dire, partie qui est en bois du bâtiment. Alors, ça servait donc de, en espérant de couper le feu qui ne continue pas vers son voisin. Il y a aussi, une certaine époque, on va demander aussi des toitures galvanisées. On recouvre la toiture avec une couverture en métal. Un autre aussi façon de combattre les incendies. À l'époque, on ne maîtrise pas la technologie, on n'a pas les moyens de mettre des bonnes fontaines partout. Un système d'aqueduc qui va amener de l'eau avec la pression, ça n'existait pas jusqu'à une certaine époque. Alors, il y a- il y avait une façon, c'était de placer euh, des réservoirs d'eau dans des points en hauteur géographiquement. Comme ici, vous êtes au Carré Saint-Louis, là, à côté du métro Sherbrooke dans le plateau Mont-Royal. Ben, à l'origine, le Carré Saint-Louis, le square, c'était un ancien réservoir. Alors, par gravité, l'eau descendait vers les quartiers populaires en bas de la rue Sherbrooke, au sud. Alors, c'était une manière d'amener l'eau à la population pour les incendies, mais aussi de l'eau potable. Comme précédemment, j'avais dit qu'il y avait eu un incendie en 1852. Il y en existe quelques illustrations et photographies. Ça avait été quand même assez grave à une époque où la population de Montréal est peut-être aux alentours de 250 000 personnes. On va avoir à peu près 10 à 15 000 personnes qui vont être à la rue suite à cet incendie-là. Alors, donc, comme je vous disais à l'époque, on n'avait pas encore d'aqueduc. En 1852, c'était à l'époque, on commençait à réfléchir. Et d'ailleurs, cet incendie-là, ça va convaincre les autorités qu'ils ont la bonne idée de faire un système d'aqueduc dans la ville. Alors, pour tout le monde. Parce qu'à une certaine époque, il y avait des aqueducs privés pour certains quartiers plus cossus, mais certains quartiers populaires n'avaient pas d'aqueduc. Les gens n'avaient pas d'argent pour se payer un aqueduc privé. Alors, l'accès à l'eau, c'était compliqué. Alors, en 1852, ça va convaincre les gens réellement qu'ils avaient pris la bonne décision. Elle avait été prise avant cette catastrophe de juillet 1852, mais c'était quelque temps avant. Alors, souvent, il y a des gens qui vont dire que c'est suite à cet événement-là qu'on va amener l'eau, les aqueducs pour combattre les incendies. La décision avait déjà été prise, mais ça avait convaincu les gens qu'ils avaient pris la bonne décision, car les plus grandes aussi contestations de ce projet-là, c'était le coût. C'est une des plus grandes dépenses que la Ville de Montréal va faire de son histoire, qui va demander même la permission, qui va nécessiter la permission du Parlement du Bas-Canada à l'époque pour autoriser ces dépenses-là. Ici, vous êtes dans le quartier latin, vous êtes à peu près où vous avez l'UQAM, vous avez l'ancienne église Saint-Jacques qui a passé au feu, qui a été reconstruite, qui a passé au feu, qui a été reconstruite, dont une partie est intégrée dans un pavillon de l'UQAM aujourd'hui. Alors, dans le Vieux-Montréal, le même incendie, ça a été vraiment une catastrophe qui est partie qui allait du quartier des spectacles, le Faubourg Saint-Laurent, jusque dans l'Est, jusque à peu près dans le coin du Pont-Jacques-Cartier. Fait que c'est une catastrophe qui est maintenant loin de nous, mais à l'époque, elle avait été grandement, on va dire, médiatisée. Ça a été vraiment, ça avait touché beaucoup de gens. Justement, face à ces incendies aussi catastrophiques, ben, il y avait des gens qui commençaient à réfléchir à comment combattre les incendies. Il y avait un caricaturiste dans un journal qui avait décidé de faire on pourrait dire, un remue-ménage, un brainstorm. On voit des choses un peu amusantes. On voit une montgolfière avec un pompier en haut. On voit même des gens avec des échelles qui, qui se rétractent en hauteur. Oui, il y en a un, c'est... attendez, je vais tasser mon visage. On en voit un même qui a des ailes. Alors, c'est assez amusant. Mais juste pour vous dire, la détresse face à cette situation sur laquelle on n'avait pas réellement de contrôle parce qu'on n'avait pas la technologie de l'époque. Puis aussi, une des difficultés d'éteindre les incendies, c'est aussi quand on n'avait pas nécessairement également
la capacité d'éteindre des feux en hauteur aussi. Fait que souvent, la réglementation dans la ville pour la hauteur des édifices, ça correspondait à la capacité d'éteindre des incendies à ces hauteurs-là. Alors, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que on va, un peu comme à l'époque du régime français, distribuer un peu à certains endroits dans la ville des lieux, du matériel pour éteindre des incendies, et ça va donner la naissance des casernes de pompiers, éventuellement. Alors, pour dire, pompiers, c'était des volontaires. Il y avait des gens dans différentes parties de la ville. Et souvent, c'était des gens qui allaient protéger, pour dire, des intérêts financiers de la ville. Ces volontaires-là, c'est peut-être pas nécessairement des gens qui allaient éteindre des feux dans des quartiers où c'était des taudis, là. Alors, c'était pour protéger un peu leurs intérêts. D'ailleurs, c'est pas aussi innocent que euh, les premiers corps de pompiers qu'il y a eu ici, non municipalisés, c'était des compagnies d'assurance qui payaient pour ces gens, pour les pompiers. Alors, c'était particulier. Les premières, d'ailleurs, véhicules qu'on appelle des pompes de pompiers, ben, ça a été acheté par des compagnies d'assurance et non par la ville de Montréal. Alors, on voit apparaître, donc, à la fin du 19e siècle, plusieurs casernes. On a plusieurs d'entre elles, bon, avec les années, les véhicules, les technologies, les bâtiments ne correspondent plus à une réalité. Plusieurs bâtiments qui ont été reconvertis. Ici, vous avez en bas la bibliothèque Saint-Gabriel dans Pointe-Saint-Charles, un bel édifice. Vous avez aussi dans Saint-Henri, sur Notre-Dame, cette ancienne caserne de pompiers également. C'est des beaux édifices. Quand je parlais de pompes, en passant, on va acheter des premières pompes avec l'invention de M. Watt de l'énergie à vapeur. Ça va permettre d'avoir des pompes. D'ailleurs, l'appellation pompier vient de celui qui actionne les pompes. Alors, toujours dans le sud-ouest, on était dans le sud-ouest tout à l'heure, on est toujours dans le point de Saint-Charles. C'est une caserne de pompiers. Il y en avait déjà eu une là dans les années 1860 et a été remplacée par celle-ci en 1904. Alors, la caserne numéro 15. Peut-être des gens qui se rappellent du Centre d'histoire de Montréal, qui était à l'origine, en fait, une caserne de pompiers, la caserne numéro 1, qui est dans le Vieux-Montréal. Un bel édifice avec des murs coupe-feu, hein, des pompiers donnaient l'exemple. Alors, on peut voir aussi en bas les belles portes pour les véhicules. Et le style avec son mur coupe-feu dans lequel il y a des ondulations, ça nous fait penser un peu à un style qu'on pourrait penser dans des bâtiments qu'on pourrait retrouver à Amsterdam un peu. Il y avait un côté un petit peu hollandais. Dans le centre-sud, dans Sainte-Marie, dans le village gay, on retrouve cette ancienne caserne de pompiers qui n'est pas en très bon état. Mais ce qui serait intéressant, c'est de réussir de la sauvegarder. Peut-être faire une bibliothèque. D'autres endroits à Montréal ont trouvé d'autres vocations à ces casernes-là. Euh, Comme dans Maisonneuve, vous avez une maison de la culture près de Pineuf et sur la rue Ontario. C'était une ancienne caserne de pompiers. Alors, tandis que celle-ci, ce qui est intéressant, je mets pas ma main au feu, mais je dirais que c'est la plus ancienne de Montréal. 1876, on est vraiment dans la première époque des premières casernes de pompiers à Montréal. Alors, on voit d'ailleurs des actionneurs de pompes, des pompiers en bas. Dans le plateau Mont-Royal, sur la rue Saint-Dominique, près de la rue Rachel, on trouve cette ancienne caserne qui a cessé de l'être dans les années 1980, qui est devenu un centre d'art contemporain. Donc, on lui avait trouvé une nouvelle vocation. Mais au début des années 2000, le centre d'art contemporain, le centre d'art, il est disparu. Mais la colonne que vous avez à l'avant, elle avait été installée à l'époque du centre d'art qu'il y avait à cet endroit-là. Fait que ça fait plus de 20 ans que ce bâtiment-là n'a plus réellement de fonction. C'est vraiment triste. C'est un bel édifice. Je vous amène dans le nord de la ville, dans le quartier qu'on appelle Bordeaux, juste quelques années après la fusion du village de Bordeaux et la ville de Montréal. Car oui, Bordeaux, ça a été une municipalité sur l'île. D'ailleurs, la prison dans ce coin-là porte ce nom-là parce qu'il y a eu une municipalité de ce nom. Alors, c'est une belle caserne. Et souvent, dans les casernes, en passant,
c'est des architectes de renommée qui vont faire ces bâtiments-là. Ici, on a Charles Aimé Reeves qui réalise cette caserne, qui était une caserne jusque dans les années 1970. Plus tard, une bibliothèque, et ça a perdu beaucoup de ça a perdu complètement ses fonctions. Ça a servi de bureau de votation à des élections. Pour les jeunes du quartier, on avait fait un ring de boxe quelque temps. Alors, mais ces dernières années, l'arrondissement a fait un échange de terrain avec un promoteur. Le promoteur a donné un terrain et l'arrondissement lui a donné cet édifice et il va y avoir de l'habitation. Oui, c'est des condos, mais au moins l'édifice va être préservé. Un petit coup de chapeau à un monsieur qui est rendu en haut depuis quelques années, monsieur Robert Lorrain, qui était un habitant de ce coin-là, de Bordeaux-Cartierville, qui m'a donné une collection de photos vraiment très riche. Alors, c'est à lui que je dois cette photo-là, avec un véhicule des pompes, avec des pompiers. C'est un édifice qui était pratiquement à l'abandon, comme je vous disais. C'était un peu inquiétant. Mais regardez la qualité de l'architecture dans la porte, là, avec les armoiries de la ville de Montréal. C'est superbe. Et dans les casernes de pompiers, vous allez voir souvent à l'arrière, là, on est en arrière toujours de la même caserne de pompiers dans Bordeaux, cette tour-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent à quoi ça sert. Je vais vous laisser y réfléchir. S'il y a des gens qui savent, parce que vous avez fait des tours guidés avec vous, avec moi, taisez-vous là. Ne dites pas la réponse à quiconque. Il y a des belles réutilisations. On a fait des condos. Pas mon premier choix, mais quand même. Mais ici, on a le théâtre, l'espace libre. On est dans le centre-sud, dans Sainte-Marie, qui est une ancienne caserne de pompiers. Alors, donc, c'est une belle récupération. Pas certain pour la mezzanine sur le dessus, mais bon, le bâtiment a été quand même préservé. Si vous allez au Parc La Fontaine, vous voyez cette caserne de pompiers-là, qui est vraiment aussi une des casernes qui, à l'origine, qui était aussi un poste de police, qui a conservé la même vocation, caserne de pompiers et poste de police. Souvent, ça finit par se séparer parce que un des deux corps, policiers ou pompiers, trouve plus que le bâtiment répond à leurs besoins. Alors, dans ce cas-ci, c'est probablement le bâtiment qui a toujours un poste de police puis une caserne de pompiers. Quoique le poste de police, on a fait un bâtiment récent, je pense dans les années 60, où on a installé les policiers. Mais il est toujours au même endroit. Il y a des bâtiments qui disparaissent au coin de Laurier et la rue Saint-Denis. On a aussi l'ancien hôtel de ville de la municipalité de Côte-Saint-Louis, dans lequel logeaient aussi les policiers et les pompiers. À une certaine époque, dans les petites municipalités, c'était souvent comme ça. On retrouvait dans le même édifice plusieurs services municipaux. C'est un endroit où on retrouve maintenant une caserne, pas une caserne, une station d'essence de la chaîne Ultramar, je crois. Je sais pas si Ultramar va m'envoyer une royauté là, pour ça, mais bon. Alors, un des beaux édifices de Montréal, du plateau Mont-Royal, au coin de Saint-Laurent et Laurier, c'est l'ancien hôtel de ville de Saint-Louis-de-Myland, qui était aussi un poste de police et aussi une caserne de pompiers. Ça a été fait par le même architecte qui avait imaginé aussi les plans du boulevard Saint-Joseph. Vraiment un bel édifice. Et d'ailleurs, en passant, sur la porte ici, là, sur Saint-Laurent, il y a un musée du pompier. Les heures sont très restreintes pour visiter ce musée-là, car c'est des bénévoles qui font ça. C'est seulement les dimanches en après-midi. Mais si vous faites une recherche en ligne, Musée du pompier de Montréal, vous allez trouver les informations. Et le prix est très abordable. Vous n'avez pas d'excuses. C'est gratis. Alors, là, l'hôtel de ville de la ville de Saint-Louis. Toujours dans le plateau Mont-Royal, un dossier un peu gênant. C'est en 1999 que cet édifice-là a péri sous les flammes. Excusez-moi de rire, c'est pas drôle. Les pompiers étaient partis faire une intervention et un incendie s'est déclaré dans l'édifice à ce moment-là. J'avais entendu dire que c'était un rond qui avait été mal fermé. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou peu importe, mais bon. Si vous en savez davantage, écrivez-moi. Mais cette caserne-là euh, passe au feu. Ça a pris à peu près une vingtaine d'années, 25 ans, plus que ça, même 25, 26 ans, pour qu'on arrive à faire de quoi, à reconstruire l'édifice, car souvent, il y a eu des problèmes lors de la reconstruction. Alors, ça a été un dossier un peu gênant. Alors, l'édifice, c'était l'édifice qui était aussi l'hôtel de ville de la municipalité de Dolorimier.
On retrouvait donc plusieurs services municipaux à l'intérieur de cet édifice. Alors, donc, il y a plusieurs projets qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu dans cet édifice. L'étage en haut de l'édifice, je crois, l'espace va être consacré à une vocation culturelle. Il y a un appel d'offres qui est fait en ce moment. On est en février 2025. Alors, il y a peut-être une autre vocation qu'une caserne de pompiers pour cet édifice. En passant, on va rajouter du côté à votre gauche là euh, un accès on va dire universel pour les fauteuils roulants. Alors, c'est vrai que ça jure un peu avec le reste de l'édifice, mais ça permet aussi de faire la distinction. Qu'est-ce qui est d'origine, qu'est-ce qui ne l'est pas dans cet édifice-là aussi. Il y a des matériaux modernes, des fois, que oui, ça jure, mais des fois, ça permet d'identifier quelle est la partie d'origine de l'édifice. Alors, la belle ancienne caserne de Lorimier. On sort de Montréal, on va à Laval. Moi, j'ai un petit coup de cœur. J'ai habité Laval, mais Laval, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François. C'est les noyaux villageois de ces anciens petits villages qui étaient là. J'aime bien Laval. Je fais des blagues là-dessus, là, mais bon. Mais le bâtiment que vous voyez ici, c'est très vieux, ça date des années 1830. C'était un édifice qui servait d'école à l'origine. Éventuellement, quand il va devenir trop petit au début du 20e siècle, ça va devenir, par exemple, l'hôtel de ville de la ville de Sainte-Rose. Il y a eu aussi un bureau de poste à l'intérieur de tout ça. Il y a une bibliothèque. Et dans les années 30, en 30, on voit un peu à droite de l'édifice euh, ce qui a été rajouté. Vous voyez toujours la tour ici? Je sais pas si vous avez toujours trouvé la réponse. Alors, Sainte-Rose, c'est une municipalité qui commençait à grandir. Il fallait offrir des services aux citoyens pour combattre les incendies. Qui dit urbanisation, qui dit aussi densité de population qui s'accroît, risque d'incendie qui se propage chez le voisin. Alors, c'était rendu nécessaire d'avoir un service comme ça. À Laval, dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, on est un peu plus dans l'est, l'autre côté du Pont-Neuf, là. On a l'ancien hôtel de ville de Saint-Vincent-de-Paul. Il fait un peu pitié parce qu'il avait été bâti pendant la crise économique. Alors, ça avait permis de créer des emplois, mais les restrictions budgétaires avaient fait que ça a donné un édifice pas mal humble pour un hôtel de ville. Ça fait penser un petit peu à une banque avec ses colonnes, mais bon. Alors, l'ancien hôtel de ville de Saint-Vincent-de-Paul. Tous ces anciens bâtiments-là, d'ailleurs, ben, Laval a une fusion en 1965. Alors, les anciens hôtels de ville disparaissent. Tandis que cet ancien hôtel de ville-là est devenu plus tard, quand il y a eu la fusion en 1965, c'est devenu une caserne de pompiers. D'ailleurs, on voit la tour à l'arrière. Avez-vous trouvé à quoi ça sert? On voit que c'est plus une caserne de pompiers, la tour n'est plus là maintenant. Alors, on est dans Villeray. Je me promenais à pied, on dirait qu'il y avait de la houle, ma photo n'est pas droite. J'étais peut-être sur un bateau, je ne sais pas. Alors, c'est une caserne qui date de 1912. En passant, je pense que c'est en 1931, on a élargi la rue Jarry et on a donc on a dû réduire la façade et on a agrandi l'arrière de l'édifice. Alors, ce que j'appelle un édifice Kim Kardashian dans ce cas-ci. On a agrandi l'arrière, puis on a rétréci des choses à l'avant. En tout cas, tout ça comme ça. On a fait une intervention à l'avant. En tout cas. Puis on voit toujours à l'arrière la tour aussi. C'est un bel édifice qui est dans le Villeray. Dans un bel édifice fait par Jean-Omer Marchand, avec toujours la damnée tour qu'on a ici. Alors, quoi elle sert, cette tour-là? Après les incendies, on doit déplier quelque chose dedans afin que ça sèche. On appelle ça une tour de séchage. C'est l'endroit où on disposait les boyaux pour faire sécher ben, ces 10 boyaux. Alors, tour de séchage. Alors, si vous avez une belle, on va dire, une belle caserne de pompiers, qui était aussi un poste de police à l'origine en 1931, c'est à l'entrée du Pont-Vieux. Les catastrophes aussi, j'ai parlé de celle de 1852, il y a celle aussi de 1927. Dans les quartiers ouvriers, les incendies, c'est souvent des tragédies. C'est au début de janvier 1927 où l'école n'est pas encore commencée. Alors les enfants vont au cinéma
tout le monde se connaît dans les quartiers ouvriers, on habite un à côté de l'autre, alors souvent on demande à un adulte. Quand il fallait être accompagné d'un adulte, on demandait à un adulte de nous acheter un billet, puis on rentrait. Alors, ou sinon, parfois, les gens au comptoir qui vendaient des billets connaissaient les enfants, il y avait un petit peu de tolérance. Bon, on le connaît, je vais le laisser rentrer. Alors, et on plaçait les enfants à l'étage en haut. On- en bas, c'était plus les familles et les adultes. D'ailleurs, autrefois, dans les années 20, les années 30, au cinéma, là, aujourd'hui, les gens peuvent être agacés par quelqu'un qui mange un chip, qui parle. C'était pire dans ce temps-là. Alors, on plaçait les enfants en haut. Une cigarette ou une allumette mal éteinte va mener à la mort de 78 enfants. À cet endroit-là, l'édifice n'existe plus. On a fait une chapelle dans les années 50 pour se rappeler de cette tragédie-là. Alors, vous voyez l'escalier qui est ici sur ma photo. En haut de l'escalier, c'était une porte battante, mais vers l'intérieur de la salle. Alors, les enfants qui se bousculent pour sortir se poussent et bloquent la porte. Alors, la plupart des enfants sont morts asphyxiés ou piétinés. C'est vraiment une catastrophe. Alors, c'est une tragédie qui va être connue un peu à travers le monde francophone. Les Canadiens français aux États-Unis ont eu vent de cette histoire-là. Parler à quelqu'un qui a un certain âge, l'incendie du Laurier Palace, c'est quelque chose de connu, là. C'est des événements qui ont touché un peu les gens à Montréal, au Québec. Puis d'ailleurs, regardez, ça, c'est les funérailles qu'il y avait eu dans Hochelaga, à l'église de la Nativité. Il y avait des milliers de personnes qui étaient venues pour commémorer cette tragédie-là. Fait que ça avait marqué beaucoup les gens. Excusez-moi la photo qui est un peu brutale, j'avoue, mais c'est aussi que quand je vous disais que les gens se connaissaient dans les quartiers populaires, c'est des tragédies. Ben, les premiers intervenants, les premiers répondants, les pompiers puis les policiers habitent ce quartier-là. Souvent, c'est leurs enfants qui vont trouver là. Alors, imaginez, c'était terrible. Dans la petite Italie, on trouve aussi des édifices dans les années 30 qui commencent à adopter des styles un peu plus art déco, qui est à la vogue durant cette période-là. Alors, il y a des changements d'architecture qu'il va avoir à travers les époques. Alors, on est dans la petite Italie. Fait que voilà, un petit tour de nos casernes de pompiers. Je suis sûr que vous en connaissez, que j'ai pas montré, qui sont très belles, que j'aurais dû souligner. Alors, c'est un patrimoine intéressant. Puis vous voyez que la reconversion de ces bâtiments-là, même s'ils ont plus de vocation, il y a eu un musée, le Centre d'histoire de Montréal, un musée des pompiers, théâtre, il y a la Maison de la culture, condo, mais bon, on peut trouver des fois des manières intelligentes de sauvegarder ce patrimoine-là. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu et si ça vous intéresse, visitez mon site web. J'ai des chroniques, j'ai des vidéos sur divers sujets et visitez aussi mon site. Vous allez pouvoir voir euh, mes visites guidées, mes visites commentées, mes conférences, etc., etc. Fait que voilà, merci, salut.